Donc aujourd'hui, le sujet de la conférence, c'est le grand menhir de Locmariaquer. Ici gît le grand menhir, parce que depuis quelques millénaires, au fait, il est cassé en morceaux, 4 morceaux. Mais à l'origine, ce menhir devait faire environ 18 mètres de haut. On va voir exactement combien. Je vais vous proposer une hauteur hors du sol. C'est un menhir donc, qui pesait près de 300 tonnes, un bloc gigantesque de 300 tonnes qui est taillé. On voit sur ces images des arêtes, on voit là les arêtes ici du menhir. Ce menhir a été taillé, extrait donc dans un très gros bloc et emmené jusqu'à cet endroit. Alors la grande question, c'est pourquoi faire ça? Pourquoi aller chercher un gigantesque morceau de pierre comme ça et le transporter sur des kilomètres, on va voir, mais il a été transporté sur des kilomètres, et puis il a été érigé à un endroit particulier, et il est resté là. Alors, un témoin silencieux, un marqueur silencieux à travers des millénaires. Et évidemment, depuis, il n'a pas été bougé. Ce menhir, eh bien, là où les bâtisseurs l'ont mis. Et c'est cette question-là qui est intéressante, c'est que par sa position, ne serait-ce que par là où il se trouve, il va nous livrer beaucoup d'informations. Mais puisqu'on peut penser que ça a demandé beaucoup d'efforts pour l'emmener là, on peut penser que l'intention était puissante. Voici donc ce menhir réérigé avec un ordinateur. C'est à l'échelle avec un personnage en bas pour donner le rapport. Donc vous voyez ce rapport de quelqu'un devant cette immense pierre dressée, donc 5 étages environ, 18 mètres. Évidemment visible de loin, proche de la mer, visible depuis la mer aussi. Et puis taillé comme ça, une forme très particulière. Son nom, ou le nom du lieu ici, s'appelle Ergra ou Ergroa. Je traduis par la fée, ça peut vouloir dire la sorcière aussi, on dit. Je préfère la fée. Mais c'est marrant parce que cette pierre a donc une connotation féminine. Elle a une gravure sur la pierre. Ce n'est pas une gravure, c'est une sculpture parce que c'est en relief. En fait, la pierre a été taillée autour pour mettre en relief une sculpture qui est la forme de la déesse, forme de la balance néolithique que j'ai évoquée dans une conférence sur la déesse. Et cette balance, qui est un attribut de la déesse, se trouve gravée sur ce menhir. Donc le menhir dressé donne ce côté masculin, phallique, mais il a un nom féminin. Et il a une balance gravée. Donc, selon les fouilles qui ont été faites vers 1991, au pied de ce grand menhir, il aurait été érigé vers 4007 avant Jésus-Christ, donc il y a 6700 ans. Donc, comme j'ai dit, environ 300 tonnes et 18 mètres de haut. On n'a pas beaucoup de traces de ce menhir avant le XVIIIe siècle. C'est très étrange. Les Romains ont fait un amphithéâtre, un théâtre de jeu ou quelque chose juste à proximité, à 100 mètres. Et il n'y a aucun écrit des Romains sur cette pierre
crois qu'elle était censurée. C'était un sujet trop chaud pour être évoqué. Alors que les Romains écrivaient sur tout, il y avait beaucoup d'historiens, ils n'ont pas fait mention. Et les historiens plus tardifs non plus. C'est de Robien, en 1700 et quelques, je ne sais plus qui va nous en parler. Ici, c'est une ancienne gravure, où là, on voit effectivement la mer, les voiliers qui montent, etc. Une vieille photo aussi. Alors, sa position. Voici la Bretagne. Donc, Ergras, le grand menhir, se trouve dans le Morbihan sud, là où nous sommes, sur la presqu'île de Locmariaquer, près de l'entrée du golfe de Morbihan. C'est en zoom un peu, on voit ici, donc il marque en quelque sorte, ici il y a le golfe du Morbihan avec Gavrinis ici, et il est positionné ici, il marque en quelque sorte cette entrée, cette mer intérieure. Voilà, on voit cette arête que j'ai montrée. Et puis on voit aussi sur cette photo un peu la nature de la pierre. Quand on regarde bien, on voit que cette pierre est par strates. Il y a des couches. Et ce n'est pas du granit. Enfin, c'est une sorte de granit. Ce n'est pas une granit locale. C'est un type de granit qui s'appelle l'orthogneiss, ou gneiss en français. Orthogneiss, ou orthogneiss, je ne sais pas trop comment on le prononce en français. Voilà, c'est écrit. Et c'est une roche qui est soumise à une... C'est quelque chose qui est formé dans les profondeurs de la Terre et qui est soumis à une forte pression et température, haute température et pression, ce qui fait que, du coup, ça va devenir un peu comme du lamellé-collé. C'est des strates, comme ça. Et son caractéristique physique va lui conférer donc une résistance à la cassure. Et parce qu'il a des couches comme ça, eh il résiste davantage au fait d'être cassé à travers ces couches. C'est facile ou plus facile de le séparer sur sa longueur, mais à travers, plus difficile. Alors c'est très surprenant puisque le menhir est cassé à travers ces couches. En plus, on ne voit pas de signe de martèlement. Un spécialiste a examiné le pourtour de la pierre. On ne voit pas de traces de cassure. Donc, qu'est-ce qui a pu casser ce menhir? Ça reste un mystère. Il y a la thèse du tremblement de terre, comme quoi un tremblement de terre de plus de 9 sur l'échelle de Richter, voilà, qui jaillirait comme ça ici, aurait tourné la base, fait une rupture sur la hauteur et que la base serait tombée dans un sens et les parties hautes. C'est facile à faire un dessin de ça, mais par contre, la réalité me semble complexe. De plus, à proximité, il y a des dolmens qui n'étaient pas ruinés. 9,1 sur l'échelle de Richter aurait globalement détruit tout le secteur. Donc il n'y a pas vraiment d'explication sur comment cette pierre a pu être cassée, à moins que quelqu'un ait eu une idée de génie récemment que je ne connais pas. En tout cas, l'orthogneiss a donc été choisi. On a été choisir cet orthogneiss pour ses caractéristiques. On l'a emmené jusqu'à là. Voilà. L'orthogneiss n'existe pas sur la presqu'île de Locmariaquer. Donc à Locmariaquer, où se trouve le Grand Menhir, c'est une presqu'île. Il n'y a pas d'orthogneiss sur le presqu'île. Donc il a fallu aller à l'extérieur. Et puisque l'orthogneiss est fait en profondeur, ça arrive en surface lorsqu'il y a des ruptures comme ça. Et donc, il n'est pas partout, quoi. Ce n'est pas comme le granit qu'on va trouver partout. L'orthogneiss existe dans des lieux bien spécifiques. Donc, voici un plan géologique de la région ici qui nous montre la bande d'orthogneiss. Donc, vous voyez les flèches montrent. Donc, Locmariaquer, le grand menhir, est ici. Et cette bande, il y a une bande d'orthogneiss, là, qui fait ça là et ici. Ici, donc, c'est l'entrée
de Conlo, là, pour aller à Vannes. C'est le petit passage ici qui va remonter vers Vannes. Et donc, il a été pensé peut-être que la pierre a été extraite ici, à un endroit qui s'appelle Rogodas. Mais il y a aussi ici de l'orthogneiss. Et puis, il y en a d'autres, on ne le voit pas trop sur la carte ici, mais il y en a d'autres aussi sur la côte sud ici du Golfe. Toujours est-il qu'il n'y en a pas là où a le Grand Menhir. Et dans le meilleur des cas, on se trouve à 12 km à vol d'oiseau. 12 ou 13 km à vol d'oiseau. Mais voilà, si on serpente pour l'emmener, ça fait plus que 12 km, évidemment. Donc voici Rogodas, une carrière possible. Donc il y a une thèse ou une théorie qui voudrait que ce menhir a été emmené par voie fluviale. Qu'on l'aurait fait flotter, on l'aurait saucissonné tout autour avec des rondins. Et on l'aurait donc fait flotter jusqu'en bas. Par contre, il y a eu des tentatives de reproduire cette expérience, non pas avec des pierres de 300 tonnes, mais avec des pierres de 5 tonnes, qui ont tous échoué lamentablement. Les pierres sont arrivées au fond très rapidement. Au fait, le moindre flottement, le moindre clapotement de l'eau, le moindre variation, ça met en déséquilibre et bouf, le système coule très rapidement. Donc il y a la théorie, mais la théorie n'a absolument pas pu être validée par des expériences pratiques. En tout cas, voilà, c'est sûr que c'est tentant puisqu'il y a un cours d'eau ici, c'est la rivière de Vannes, et ce cours d'eau descend comme ça. Et donc, évidemment, si on avait pu le faire flotter, le courant l'aurait emmené presque jusqu'au bon endroit. Mais bon, il faut dire que cette idée comme quoi ça serait passé par voie fluviale a été renforcée quand même récemment, il y a quelques années, par la découverte sur Belle-Île d'un bloc d'orthogneiss qui ferait environ 80 tonnes, alors que pareil, sur Belle-Île, il n'y a pas d'orthogneiss. Et a priori, à aucun moment, en tout cas dans l'époque concernant les mégalithes, Belle-Île aurait été rattachée au continent. Et j'ai entendu Serge Cassen dire dans une conférence à Karnak, Serge Cassen du CNRS, que cette pierre de 80 tonnes avait fait environ 35 km de mer. Voilà. Là, la mer, donc, entre flotter sur une rivière et traverser la mer, il y a encore une marge, quoi. Donc, on ne sait pas comment la pierre a été transportée, mais en tout cas, a priori, ces personnes avaient la capacité de le faire passer des points d'eau, quoi, des rivières ou autre chose. Il y a une autre possibilité par la terre, puisque comme vous avez vu tout à l'heure, donc la bande d'orthogneiss passe au nord, il passe à Auray ici. Donc là, il y aurait éventuellement un chemin terrestre possible. Aussi depuis le sud ici, ou aussi depuis là-haut, éventuellement un chemin fluvial. Mais tout ça reste très hypothétique et en réalité, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment cette pierre est arrivée là. Par contre, elle y est. Donc ça, c'est tout à fait intéressant quand même de ne pas oublier ce point-là. Dès qu'on réfléchit au mégalithisme, dès qu'on veut penser à cette civilisation mégalithique, il faut garder en tête le fait que nous ne savons pas comment le grand menhir de 300 tonnes est arrivé là où il est. Parce qu'à partir du moment que je n'oublie pas ce fait-là, ça pourrait m'éviter d'établir tout un tas de théories qui ne tiennent pas la route, quoi. Bien, donc le grand menhir se situe dans un ensemble de monuments qui sont notés ici. On a le tumulus d'Ergra,
Ici, c'est une reconstitution un peu du tumulus parce qu'il y avait un grand parking ici qui avait été poussé par un bulldozer dans les années 60. Et donc, le tumulus avait été détruit, donc ça a été reconstruit en 91. Et dans ce tumulus, il y a ici une chambre dolménique, a priori pas de couloir d'accès, mais une chambre dolménique donc dans un tumulus avec un gros bloc d'orthogneiss aussi en dalle de couverture. Et donc cette chambre va être importante, on va voir plus tard dans la conférence que sa position au centre de l'axe est très importante. On peut constater que le grand menhir brisé, la base du grand menhir brisé ici, là, est dans l'axe du tumulus. Je vais vous montrer une photo. Donc, si c'est un tremblement de terre qu'il a fait tomber et qu'il est tombé naturellement à cette position-là, la nature a bien fait des choses. C'est mon opinion que ce bout de menhir a été tourné pour être orienté dans l'axe du tumulus. Les autres morceaux, ici, sont orientés sur un axe est-ouest. Ici, ce n'est pas orienté sur les axes, mais je reviendrai. Ces 3 morceaux restants sont orientés est-ouest. Nous avons, les fouilles de 91 ont montré qu'il y avait des fosses de calage de menhirs. Les menhirs n'existent plus, on n'a pas de traces de ces menhirs, mais on a trouvé dans le sol des trous avec des pierres, comme des pierres qui avaient servi à caler des menhirs. Et donc, on pense qu'autrefois, il y avait un alignement de menhirs qui partait du grand menhir, qui avançait ici, 16 menhirs, on a compté, et que ces menhirs auraient été détruits, entièrement enlevés, mais que leur fosse de calage serait restée. Et puis, nous avons ici la reconstitution moderne, le cairn moderne qui recouvre le dolmen de la table des marchands. Cette reconstitution date aussi de 91. Elle est énormément critiquée, même au sein du Conseil général du Morbihan. Elle ne correspond pas, elle correspond à une idée et non pas à une réalité. Mais puisqu'elle est là, maintenant, elle reste. Et à l'intérieur de cette coque-là, on va trouver une pierre gravée, qu'on appelle la déesse de la table des marchands, une magnifique pierre dont j'ai parlé aussi dans la conférence sur la déesse. Donc ça, c'est l'ensemble. Alors notre sujet, c'est le grand menhir, mais en fin de conférence, je vais quand même parler de sa relation avec ses voisins les plus proches. Parce que le grand menhir, en réalité, était en relation avec des monuments très loin. Voici la table des marchands avant d'être enfermée dans sa coque actuelle. Donc, c'était vraiment une lame d'orthogneiss aussi. Vous voyez, cette pierre qui résiste à la cassure, comme ça, posée horizontalement. Et elle est courbe en dessous. Et elle est posée sur la partie courbe. Ce qui fait que là où elle repose ici, elle est positionnée vraiment ici, vous voyez, sur le bas, comme ça, de sa courbe intérieure, comme ça. Apparemment, madame n'a pas su monter sur le... Voici une autre photo prise de l'autre côté. On voit vraiment le côté aérien de cette pierre. On voit comme quelque chose qui flotte dans l'air, comme ça. C'est vraiment un sujet très important et c'est un sujet que je vais aborder dans la prochaine conférence. Pourquoi ces immenses blocs ont été positionnés pour avoir un air léger, comme ça. Alors que leur nature est lourde, mais ils dégagent quelque chose de léger. Donc c'est possible. Voici donc une photo qui montre la relation entre l'entrée, ici c'est l'entrée du dolmen, la coque ici, les pierres ont été reconstituées, mais l'entrée est à sa position d'origine. Là c'est la base du grand menhir,
Ça, c'est le soleil couchant du solstice d'hiver. Le soleil va venir se coucher ici dans l'axe. Et donc, on peut savoir qu'à l'époque, au solstice d'hiver, lorsque le soleil se couchait au solstice d'hiver, l'ombre du grand menhir venait comme ça effleurer l'entrée du dolmen. Donc, cette relation-là est importante, cette relation entre le menhir et le dolmen, et elle est marquée par le couchant du solstice d'hiver. Alors, en ce qui concerne l'emplacement de la base du grand menhir, donc voici une photo de la base, la partie basse. Ici devant, nous avons... Ici devant, nous avons donc des pierres qui ont été posées par les archéologues pour montrer l'emplacement de la fosse de calage du grand menhir. Donc, on voit que sa base est pointue, parce que quand il tapait dessus pour l'enfoncer, mais sa base est pointue, donc elle rentre dans le sol, et on peut constater donc qu'elle est lissée, elle est polie jusqu'à un certain point, et ensuite elle est laissée rugueuse. Donc on peut savoir quelle est la partie qui était dans le sol et quelle est la partie qui dépassait. Ça se voit sur le menhir. Donc l'emplacement de sa base, c'est près de sa base, là. Alors pourquoi j'indique ça? Parce que le lieu choisi pour mettre ce menhir, sûrement, n'était pas du tout fait au pif. On peut penser que tout ça, ça a été mûrement réfléchi, mûrement organisé, planifié. Et lorsqu'on regarde l'emplacement, alors, pour une raison que je n'explique pas, sur Google Earth, alors que toute la région, on a des images d'une grande limpidité, sur cette partie-là, c'est flou comme ça. On n'a pas encore, sur cette zone, et uniquement sur cette zone, on n'a pas d'image très nette. Donc j'ai pris la photo aérienne à côté pour comparer avec l'image satellite de Google Earth. Vous voyez, on voit bien quand même, ça c'est l'allée. Ici, on le voit là, l'alignement disparu. Et donc, le pied du grand menhir ici se trouve ici. Là, on a la route. Ici, on a la route. Donc, le pied du grand menhir est exactement ici. Et donc, je vous invite à regarder tout en bas de l'écran la latitude de ce grand menhir. Et nous lisons 47,571,428. Il y a un truc qui vient bloquer, mais c'est marqué 47,571,428. Voici 47,571,428 de latitude, donc là précis au mètre, là, 6 places de décimale. Et ce nombre, 47,571,428, est exactement 333 divisé par 7. Alors, on pourrait dire, ça c'est drôle. Mais moi qui ai étudié le mégalithisme depuis longtemps, évidemment, il y a quelque chose à comprendre ici. A priori, d'emblée, on pourrait dire, numériquement, c'est intéressant, puisque c'est le 3, la répétition du 3, la trinité, et puis le 7, qu'il y a l'octave, qui est le nombre correspondant à la répartition des vibrations dans l'espace. Et donc, on a une sorte de relation entre la création et la répartition des vibrations dans le monde. Donc, en tant que nombre symbolique, déjà, c'est une très grande importance. 333 n'est pas un nombre anodin symboliquement. C'est la moitié de 666 au passage. Et donc, numériquement, c'est quelque chose de très intéressant. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque ce nombre va nous permettre de comprendre des choses sur le plan cosmique. Alors, premièrement, juste pour les questions de division par 7, au cas où vous ne connaîtrez pas,
la division par 7 est quelque chose de très particulier. Si on prend 1 septième, nous avons cette valeur 0,142857. Si nous prenons 2 septièmes, au fait, on a la même rotation. Alors, 1,42857, puis ça continue, ça se répète. Donc, si on continue les nombres, 1 septième, c'est 0,142857, 1,42857, 1,4, voilà. Si on prend 2 septièmes, c'est le même cycle de nombres, mais on commence par le 2. 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4. 3 septièmes, on commence par le 4, il n'y a pas de 3. Vous remarquerez que dans cette répétition de nombres, on n'a pas 3, 6 et 9. On a 1, 4, 2, 8, 5, 7, 2, 8, 5, 7, 1, 4. 3 septièmes, c'est 4, 2, 8, 5, 7, 1. 4 septièmes, 5, 7, 1, 4, 2, 8. 5 septièmes, 7, 1, 4, 2, 8, 5. 6 septièmes, 8, 5, 7, 1, 4, 2. Voilà. Et puis, 7 septièmes, c'est 0,999999991, quoi. Donc ça, c'est déjà une particularité du nombre 7. C'est quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais... Et 8 septièmes, eh ben, on recommence 1,142,857. Bon. Ces nombres peuvent être inscrits dans un carré magique, où finalement, je peux lire horizontalement ou verticalement, et systématiquement, j'aurai la division d'un septième. Et si je lis la première ligne, j'ai 1 septième, etc. Puis après, j'ai 3 septièmes, 2 septièmes, enfin... Mais si je lis les colonnes, etc., j'ai les mêmes choses. Et ce qu'on constate en plus, c'est que si je prends la diagonale de ce carré magique, j'ai une ligne de 7. Voilà. Donc, c'est un nombre, cette division par 7 est quelque chose de très intéressant, hein, d'un point de vue des nombres. Alors, total des lignes et des colonnes, 27, et total des diagonales, 16 et 42. Bon. Alors, ici, c'est le site mégalithique de Avebury, en Angleterre. J'ai fait une conférence qui s'appelle Avebury, le nombril du monde. C'est un gigantesque site, c'est le plus grand cercle de pierre en Grande-Bretagne. C'est un monument extrêmement important, moins connu que Stonehenge parce que il a été quand même un peu détruit, même beaucoup détruit, par des fervents catholiques, principalement au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est une période jusqu'à ce qu'il y ait un qui a été tué, le menhir lui est tombé dessus et ça les a calmés, je pense. On a trouvé son squelette, on appelle la pierre du barbier, parce qu'on a trouvé son squelette en dessous et ses ciseaux étaient écrasés contre ses côtes. Enfin bon, bref. J'ai pas trop pitié pour lui, je dois dire, s'il faisait tomber les menhirs. Bon. Enfin, toujours est-il qu'il a été conservé. Lui, il a une pierre tombale vraiment de taille. Mais voilà. Donc, Avebury est moins connu que Stonehenge, puisque ça a subi, mais c'est un monument dans sa construction incroyablement important. Et vous voyez qu'il y a un cercle de pierre. J'ai fait toute une conférence sur Avebury. Il y a un cercle de pierre là qui fait tout le tour, qui est entouré d'une fossée, une tranchée. La fossée faisait 11 mètres de profondeur. Voilà, 11 mètres de profondeur avec une circonférence de 1300 mètres, quoi. Hein? Donc un travail gigantesque de terrassement. Toujours est-il, ce n'est pas le sujet, mais le centre de Avebury, le centre exact du cercle, se trouve à la latitude 51,428571, ce qui est 360 divisé par 7. Donc si vous partez du pôle Nord pour aller faire un tour complet du globe, arrivé au centre d'Avebury, vous avez fait 1 septième. Si vous partez de l'équateur pour aller au pôle Nord, là, vous aurez fait 4 septièmes de votre chemin entre l'équateur et le pôle Nord, parce que vous ferez un quart du méridien terrestre.
Toujours est-il que un quart du méridien. Voilà. Toujours est-il que le centre de Avebury semble être positionné selon exactement les mêmes principes que le grand menhir. Voici le cercle, et pour vous montrer que le centre est bien au centre. Mais ce n'est pas tout. Si on va à Karnak en Égypte, homonyme de notre chère station balnéaire ici, si on va à Karnak en Égypte, eh ben nous allons trouver à Karnak en Égypte la latitude 25,714285. Là, si je pars de l'équateur pour aller au pôle Nord, je suis à 2/7 du chemin. Donc, Karnak en Égypte est positionné aussi selon les mêmes principes. Le point exact qui correspond à cette latitude est marqué là sur la carte. Donc, on a le temple, la temple d'Amon ici, là, Amon-Ré ici, dont j'ai parlé dans une autre conférence. Ici, il y a une étendue d'eau, il y a toute une structure, et puis il y a une allée de sphinx ici, qui mène à une autre structure, et là, il y a un temple, je crois que c'est le temple de Mout, je crois. Voilà, et cette allée de sphinx est dans une direction donnée. Et bien, quand on... Voilà, donc 25,714285, c'est 180 divisé par 7, au passage. Si on part de l'extrémité du temple jusqu'à il y a une porte ici, et à partir de cette porte, le chemin change de direction. Donc il y a un axe droit, comme ça. Si on prend le centre de cet axe, nous sommes exactement donc à la latitude 25,714285. Voici le cercle en question qui va depuis la porte jusqu'à l'extrémité du temple. Intéressant de voir que la mesure de cette ligne est de 666 mètres. Ça, c'est donné sur Google Earth. Hein. J'ai tracé la ligne, vous voyez d'où va la ligne en bas, ici, jusqu'à cette portique ici, 666 mètres. Ça veut dire que le cercle que je viens de vous montrer avait un rayon de 333 mètres. Donc là, clairement, nous sommes dans les mêmes principes, une latitude liée à la division par 7, et puis les mêmes nombres qui sont en présence. Alors, pour revenir à notre grand menhir, donc, lui, il correspond donc à 333 divisé par 7. Alors, essayons de voir quand ce grand menhir était debout, comment se comportait son ombre. Parce que le menhir, lui, est immobile. C'est une affirmation de quelque chose dans l'immobilité, mais son ombre bouge en fonction du moment de la journée, en fonction de la période de l'année, la hauteur du soleil varie, la position du soleil varie, et donc l'ombre est en permanent en évolution. Il est en train de changer et tourner. Il y a certains moments où la longueur d'ombre va avoir une importance, principalement à midi, quand le soleil passe au midi, donc au sud, le midi solaire, hein, pas notre midi pourri d'aujourd'hui, le midi solaire, quand le soleil il passe à midi, on va avoir une ombre vers le nord. Et dans la journée, ça va être donc l'ombre la plus courte de la journée, vers le nord, parce que c'est le moment où le soleil est le plus haut. En été, le soleil est très haut, donc l'ombre va être carrément très courte. En hiver, le soleil est plus bas, et donc l'ombre va être plus longue. L'ombre vers le nord, le plus long du grand menhir, c'est le jour du solstice d'hiver, où son ombre va délivrer une mesure. Je vais revenir sur ce point-là dans un instant. Et puis à l'équinoxe, à mi-chemin entre les deux, eh ben, on va donner une longueur d'ombre moyenne, c'est une sorte de moyenne,
au fait, cette longueur d'ombre va nous permettre de connaître la latitude. C'est ça que je vais vous montrer, c'est-à-dire que si je regarde l'ombre d'un menhir à midi le jour de l'équinoxe, je peux savoir à quelle latitude je suis. Comment ça marche? Ben, le soleil, là on est soleil de midi à l'équinoxe, le soleil il va faire une ombre, et mon ombre va avoir une certaine longueur. La longueur de l'ombre va être comparée à la hauteur du menhir. Alors, sur mon schéma, donc, je vois que ici, là, c'est cet angle-là, c'est-à-dire l'angle par rapport à la verticale du soleil, qui va donner l'angle de la latitude. Donc, puisque la latitude ici, c'est 47,57148, ben à midi, le jour de l'équinoxe, le soleil se trouve par rapport à la verticale à un angle de 47,57148. Maintenant, c'est assez compliqué de calculer les angles par rapport à un axe vertical. Et donc, par rapport à l'horizontale, on a quelque chose qu'on appelle la colatitude. C'est l'autre angle, ici. C'est 90 moins cet angle-là. D'accord? C'est la colatitude. Donc ici, 90 moins la latitude donne un angle. C'est 42,42857. Ce qui, dans le cas présent, c'est 297 divisé par 7. Ça, c'est logique, puisque 90 degrés multiplié par 7, ça fait 630. Et donc, 630 moins 333, ça fait 297. Donc, on a ce qu'on appelle la colatitude. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ces principes, mais c'est assez simple. C'est simplement que c'est plus simple de calculer cet angle-là que de mesurer cet angle-là que de mesurer cet angle-là. Et donc, pour le faire, il suffit de l'enlever de 90 degrés. D'accord? C'est ce qu'on appelle la colatitude du lieu. Voilà. Voilà. Et donc, on peut exprimer cet angle, au lieu de l'exprimer comme 42, etc., avec des décimales, on peut l'exprimer comme un rapport entre la hauteur du menhir et la longueur de l'ombre. La hauteur par rapport à la longueur. Donc, le rapport entre la hauteur et la longueur d'un menhir, la longueur donne le ratio de la longitude, ce qu'on va appeler la tangente. On appelle ça la tangente en trigonométrie. Hein. Le vertical sur l'horizontale d'un triangle à angle droit, c'est ce qu'on appelle la tangente. On a les sinus, les cosinus et les tangentes. Ça, c'est la tangente. Bon, au fait, c'est un mot peut-être qui peut faire peur à certains ou évoquer des mauvais souvenirs, mais en réalité, c'est simplement le rapport entre la hauteur et la longueur. Voilà. Comme quand on est sur la route, on voit une pente à 10%, c'est un rapport entre la hauteur et la longueur, donc ça veut dire que ça va descendre. Et donc c'est une façon d'exprimer cette hauteur et longueur, c'est la façon la plus simple de savoir à quelle latitude je suis. Je mesure mon ombre, je connais la hauteur de mon menhir, et comme ça j'ai un rapport. C'est comme ça que les anciens donnaient les latitudes. Alors, c'est la même chose. Non. Ici, donc, si je fais ce rapport, quelle est la tangente? Quel est le rapport de mon angle 42,42857? C'est-à-dire, quel est le rapport entre la hauteur et la longueur, d'une manière? On va trouver ce rapport-là. C'est précis à 99,999%. Autrement dit, c'est quasiment exact. C'est-à-dire que j'ai ces nombres entiers, 117 sur 128 me donne le rapport entre la hauteur du menhir et la longueur de son ombre à midi, le jour de l'équinoxe. Alors, ce rapport est toujours pareil maintenant qu'à l'époque de construction, puisque la hauteur du soleil à l'équinoxe ne change pas. Puisque c'est lié à la latitude, et la latitude ne change pas, la latitude du grand menhir n'a pas changé depuis l'époque de sa construction, mais ça n'a pas changé. On va voir dans un instant que la hauteur du soleil au solstice a légèrement varié,
À l'équinoxe, c'est toujours pareil. Donc, c'est un grand avantage de faire les observations à l'équinoxe parce qu'on peut voir exactement ce que voyaient les bâtisseurs. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. En tout cas, on a des nombres entiers. 117 sur 128. Alors, peut-être, sur le coup, comme ça, ces nombres vous disent pas grand-chose. Si? Ça vous branche, 117 sur 128? Je n'ai pas l'impression en vous regardant. Mais c'est quand même intéressant si on regarde d'un peu plus près. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est marqué en haut. On peut dire ces nombres autrement. 117 sur 128. 117, c'est 9 fois 13. Donc, on peut décrire 117 comme 3 au carré fois 13. Et 128, c'est 2 puissance 7. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, voilà. Donc, c'est en quelque sorte une projection de l'octave. Dans l'octave, pour passer d'une note à l'octave, on multiplie par 2. Et donc, en termes de vibration, entre un Do et un Do 7 octaves plus haut, on a une 2 puissance 7 vibrations. Voilà. Donc, c'est des nombres qui ne sont pas du tout anodins en réalité. Dans la science vibratoire, ces nombres ont une importance. Donc déjà, ça, c'est un premier constat. Alors, par contre, je disais qu'avec les années, il y a eu des légers changements au niveau des solstices et les angles des solstices. C'est dû au phénomène qu'on appelle le changement de l'obliquité terrestre. L'obliquité terrestre, c'est l'inclinaison de l'axe de la Terre. La Terre, tout le monde sait, on voit des globes, on voit que la Terre est inclinée. Ceux qui s'y intéressent d'un peu plus près savent qu'aujourd'hui, on est à peu près 23 degrés et demi d'inclinaison. Mais cet axe varie légèrement sur des longues périodes. Donc, sur un cycle de 41 000 ans aller-retour, l'axe de la Terre va varier entre ces deux angles-là, 22,1 et 24,5 degrés. Donc, ce n'est pas énorme, c'est 2 degrés. Mais c'est quand même, ça fait une différence, on va en tenir compte. Donc, aujourd'hui, 23,44 exactement, on est à peu près à mi-chemin. Et donc, on va prendre en moins 4000, 24 degrés. 24 degrés d'inclinaison de l'axe terrestre à l'époque de construction des mégalithes. Voilà, comme je disais, voilà, ça n'affecte pas l'équinoxe, mais les solstices. Alors, si on regarde maintenant les solstices, pour avoir la hauteur du Soleil au solstice d'été, il va être à la hauteur de l'équinoxe, plus cette différence liée à l'axe de la Terre. Donc, à l'époque mégalithique, il faut qu'on rajoute 24 degrés. Aujourd'hui, on rajoute 23,44. À l'époque, on rajoute 24 degrés. Donc, si on prend sa position à l'équinoxe, on rajoute 24 degrés. Voilà, hauteur du Soleil à l'équinoxe plus 24 degrés égale, comme on avait vu, donc 42,42857 plus 24 égale 66,43 degrés. Donc, à l'époque, ce grand menhir délivrait une ombre par rapport à cet angle-là. Alors, ce qui est intéressant, si on fait de nouveau la tangente, on va voir que le résultat de ça va nous permettre de retrouver 117, de nouveau le nombre 117 pour la hauteur du grand menhir. Puisque cet angle, 66,43 degrés, peut être exprimé comme 117 divisé par 51, avec une précision, cette fois-ci, un peu moins grande, 99,97%. Enfin, la différence est totalement invisible à l'œil nu lorsque vous regardez une ombre. Ça représente 1 millimètre, enfin quelque chose de... C'est une très grande précision. Et donc, comme j'ai dit, ça peut aussi s'exprimer 39 sur 17. 117, c'est 3 fois 39, et 51, c'est 3 fois 17.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fait, on retrouve le même nombre pour la hauteur du menhir. Donc, c'est une constante 117. Donc, si on avait 128 à l'équinoxe, nombre entier, eh bien, on a 51 au solstice d'hiver. Donc, c'est des nombres entiers. C'est absolument pas sûr que ça fasse ça, quoi. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui marche à cette latitude. Mais avoir des nombres entiers pour le rapport des ombres, ce n'est pas du tout une évidence. Voici le rapport de la hauteur à la longueur, 117 à 51. Toujours donc 117 pour le grand menhir. Maintenant, regardons le solstice d'hiver. Donc là, c'est l'inverse. Au lieu d'être 24 degrés plus haut qu'à l'équinoxe, maintenant le soleil va être 24 degrés plus bas. Puisque les solstices, c'est les moments extrêmes de part et d'autre de cette position médiane de l'équinoxe. Donc 24 degrés plus bas va nous donner un autre angle. Donc toujours notre même angle de départ, cette fois-ci moins 24. Donc si on fait 42,42857, moins 24, ça fait 18,43 degrés, ou 428,571. Là, j'ai arrondi, 18,43 degrés. 18,43 degrés, pour ceux qui ont déjà connu mon travail, c'est l'angle d'un triple carré, la diagonale d'un triple carré. Ça veut dire que au solstice d'hiver, à l'époque de la construction de ce grand menhir, ou de l'érection de ce grand menhir, au solstice d'hiver, l'ombre était 3 fois plus long que la hauteur du menhir. Et ceci est vrai qu'à cette latitude, vous voyez, puisque c'est à partir de la latitude qu'on a fait nos calculs. C'est à cette latitude, à cette époque. Donc le triple carré existe dans le plan vertical exprimé par le soleil du solstice d'hiver. Ça veut dire, puisqu'on a un rapport de 1 à 3, ben on peut toujours garder 117 pour la hauteur du grand menhir. On multiplie par 3 pour avoir la longueur de l'ombre. Donc on a un rapport de 351. Donc toujours des nombres entiers. Donc si on voulait fabriquer un calendrier à la latitude de Locke-Mariacker, eh bien, on peut savoir que quand l'ombre arrive là, c'est le solstice d'hiver, et c'est des nombres entiers. On peut faire une gradation. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le menhir, il est couché dans l'axe du tumulus, comme ça, et il pointe vers cette chambre dolménique qui se trouve, là c'est la dalle de couverture, mais en dessous il y a une chambre dans laquelle d'ailleurs on a trouvé des objets de grande valeur, des haches, des colliers, des choses intéressantes. Voilà, voici la photo aérienne de cette organisation-là, comme on a vu. Si on prend l'angle maintenant, qui part du pied du grand menhir, exactement du pied, qui passe dans l'axe du tumulus en passant par le centre de la chambre ici. L'axe de ce tumulus est donné ici. Donc ça, c'est depuis le nord, 341,56 degrés pour faire tout le tour. Donc par rapport au nord, je fais 360 moins ça, 18,44 degrés, c'est l'angle d'un triple carré. Donc ce rapport entre le soleil du solstice d'hiver dans le plan vertical a été reporté sur le sol dans la forme allongée de ce long tumulus. Voilà, donc c'est le triple carré. Voici, comme ça. Le triple carré axé par rapport au nord, qui va donner exactement la forme du tumulus ici. Il faut dire que si on prolonge ces deux lignes un peu plus loin, l'axe du tumulus ici et l'axe nord-sud, à la double de la distance, 2 fois plus loin que le bout du tumulus, on va trouver un monument, le tumulus de Manilude, qui vient exactement fermer cet axe.
et lui-même est incliné de nouveau à l'angle d'un triple carré par rapport à l'axe est-ouest. Le voilà, mais son axe est incliné aussi à l'axe d'un triple carré. Alors maintenant, donc pour le Soleil, on a vu, intéressant. Mais la Lune aussi, elle joue un rôle. La Lune peut faire de l'ombre aussi. Hein. Quand on a une pleine Lune, on a des ombres bien visibles. Et donc la hauteur de la Lune, la position de la Lune dans le ciel peut très bien être déterminée par ce même genre de pratique. Alors, il faut savoir que la Lune peut monter plus haut que le Soleil, selon des périodes, ou plus bas que le Soleil, selon des moments, sur un cycle de 18,6 ans. Je dis au passage que cette année, 2015, c'est la déclinaison minimale de la Lune, c'est cette année que la Lune est le plus en dessous du Soleil. Donc il est plus bas dans le ciel. La pleine Lune va être plus bas de 5,14 degrés par rapport à la position du Soleil. Et dans 9,3 ans, il sera 5,14 degrés plus haut, la pleine Lune. Donc, c'est des variations de l'angle. Là, je pense, je dis ça quand on regarde vers le sud. Donc, on garde toujours notre obliquité terrestre de 24, mais on va essayer maintenant de comprendre comment fait la Lune par rapport au grand menhir. Donc, si je prends de nouveau mon Soleil à midi à l'équinoxe, cette fois-ci, donc, je vais rajouter, pour avoir la position maximale de la Lune à l'équinoxe, je vais rajouter son orbite, 5,145. Ça, c'est le chiffre donné par la NASA, 5,145. Si j'additionne donc à ma colatitude 42,4285, 5,145, j'obtiens 47,5735, c'est-à-dire la latitude, puisque notre latitude c'est 47,571428. Je suis très proche de la latitude exacte. En plus, en utilisant ce chiffre donné par la NASA, qui, à mon avis, a été arrondi à une 3e place de décimale. J'y reviendrai dans un instant. C'est-à-dire que nous découvrons qu'à la latitude du grand menhir, et uniquement à cette latitude, la Lune à l'équinoxe, lors de sa hauteur maximale, nous délivre l'angle de la latitude. C'est-à-dire qu'à notre latitude ici, la différence entre la latitude et la colatitude correspond à l'angle d'inclinaison de l'orbite lunaire. Ça vous suivez, ça? C'est cette différence de 5, entre la latitude et la colatitude. Il y a au fait 5,14 degrés. Et que 5,14 degrés correspond à l'inclinaison de l'orbite lunaire. Il n'y a qu'à cette latitude que ça marche, ça. Puisque si je suis à la latitude de 45 degrés, par exemple, le grotte de Lascaux c'est 45 degrés. Si je suis à la latitude de 45 degrés, la latitude et la colatitude, c'est la même chose. Puisque 45, 90 moins 45, 45, donc c'est la même chose. Super pratique pour l'observation. Hein? Lascaux. Mais si je viens plus vers le nord, il y a cet écart qui commence à se creuser. Mais c'est uniquement arrivé à notre latitude qu'on aura un écart qui correspond à cet écart de l'orbite lunaire. Alors, ça m'a fait réfléchir, parce que je me suis rendu compte que l'écart entre la latitude et la colatitude, on avait la latitude, c'est 333 divisé par 7, la colatitude, 297 divisé par 7, c'est quoi la différence? C'est 36 divisé par 7. 333 moins 297 égale 36. Donc l'écart ici
à la latitude d'air gras entre sa latitude et sa colatitude, c'est un angle de 36 degrés sur 7. Et moi, ce que je propose, au fait, c'est que c'est ça l'inclinaison de l'orbite lunaire. Je pense que ce chiffre donné là, 5,145, c'est un arrondi de la NASA. Et je pense que le chiffre réel doit être 5,142857. Et que nous avons ici donc la preuve d'une connaissance approfondie des lois cosmiques. C'est-à-dire que l'orbite de l'inclinaison de la Lune, ce n'est pas au hasard que la Lune est inclinée sur cet angle puisqu'elle obéit à des lois du cosmos. Et que cette inclinaison correspond à 36 sur 7. Alors 36 degrés, c'est le dixième du cercle, on a 360 degrés. On a vu l'importance du nombre 7. Donc on voit que cette inclinaison de l'orbite lunaire est quelque chose de tout à fait structuré. Ce n'est pas un hasard. Vous voyez ? Et on commence à comprendre les lois du cosmos. Et donc à partir juste de la latitude de ce menhir, de ce grand menhir, finalement, ce grand menhir nous indique des connaissances des lois du cosmos. Je dirais des connaissances des lois du cosmos au-delà de ce que nous connaissons maintenant, puisque personne à la NASA pense que la Lune est inclinée à 36 sur 7 degrés. On a perdu cette relation aux lois du cosmos et aux nombres. 36 sur 7, donc c'est 2 au carré fois 3 au carré divisé par 7. Donc on est toujours dans ce qu'on appelle les nombres canoniques. Donc en conclusion, la colatitude 297 sur 7 plus l'inclinaison lunaire 36 sur 7 égale 333 divisé par 7, c'est la latitude. Et ça ne marche que exactement là où se trouve le grand menhir. Vous voyez, exactement, il est exactement à la latitude où ça fonctionne. Mais ce n'est pas terminé. C'est là où on va commencer à percevoir la beauté d'une compréhension unifiée du cosmos, puisque finalement, tout devient comme des coïncidences, tout semble s'imbriquer. Parce que si je prends la hauteur du Soleil de midi au solstice d'été, donc on avait vu que c'était 117 divisé par 51, on l'avait vu tout à l'heure. On peut se rappeler de ça parce que 51, c'est le pastis, c'est l'été, etc. Ouais. Bon, non, c'est un mnémotechnique pour les gens du Sud. En tout cas, c'est 117 sur 51. Maintenant, la Lune maximale va s'ajouter de son angle ici. Donc, si on prend la hauteur du Soleil qu'on avait, 66,428, on rajoute la hauteur de la Lune, on arrive à cet angle-là. Donc 71,573. Si j'enlève 90 moins 71,573, j'obtiens 18,43, c'est-à-dire que la Lune va être à un angle d'un triple carré. Lorsqu'elle a son maximal au solstice d'été, elle va être à un angle d'un triple carré par rapport à la verticale. Autrement dit, l'ombre de la Lune fera un tiers de la hauteur du grand menhir. Et puisqu'on a vu que 117 se divise par 3, c'est 39. Donc on a de nouveau des nombres entiers, 39 de longueur d'ombre lunaire lorsque la Lune sera vraiment à sa hauteur maximale. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra constater ici en 2025 pour les gens qui suivent bien. Voilà, en 2025, on pourrait constater, parce que là, on aura la Lune à sa hauteur maximale. Et donc, au solstice d'été, elle délivrera cette relation. Alors, il faudrait aller un petit peu plus vers le nord, c'est ça? Parce qu'avec le changement d'axe, ça a légèrement changé. Bon. Si on voulait le faire très précisément. En tout cas, ici, vous voyez, les nombres sont incroyablement précis. Voilà.
Et donc, de nouveau, on a un nombre entier pour la Lune. Alors, tout ça, toutes ces coïncidences qui nous ramènent au nombre 117, m'a emmené à me dire, mais si les anciens, tout ça pourrait être le fruit de mon cerveau. Hein? J'aurais pu juste imaginer tout ça. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui se le disent. Mais si les anciens avaient connu ce nombre 117, et si ça avait une importance, ben on devrait le retrouver dans la mesure. Si le grand menhir mesurait 117 unités, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette unité? Donc, pour répondre à cette question, nous sommes allés mesurer précisément le grand menhir. On a eu l'autorisation. Hein? On a été mesurer précisément ce grand menhir avec les décamètres, les lasermètres. On a comparé nos choses. On a mesuré. Là, on est en train de mesurer la partie qui est dans le sol. Bon, la photo est un peu faite exprès, mais le menhir est taillé jusqu'à cet endroit et c'est cette partie-là qui était dans le sol. Voilà. Donc la partie enterrée, donc non taillée, la pierre n'est pas polie ou taillée, et pointue du grand menhir, on l'a mesurée à 2,54 m de long. La totale longueur des 4 morceaux, donc en mesurant les axes jusqu'à les brisures, en rajoutant, etc., on a fait attention, on arrive à une longueur totale de 20,40 m exactement. C'est exactement la mesure donnée officiellement par les archéologues. Enfin, dans les documents officiels, on dit que la longueur totale de la pierre est 20,40 m. Je pensais que ça pouvait être une approximation, donc j'ai voulu mesurer, parce que quand on finit avec 40, ben, ça pourrait être une approximation. Mais s'il fait 2,42 m, on pourrait dire 2,40 m, vous voyez. Mais non, nous, on a mesuré aussi 2,40 m. 20,40 m, pardon, pour l'ensemble des 4 morceaux. Donc voici notre menhir. Donc hauteur hors sol égale la longueur totale moins la partie enterrée. Nous sommes d'accord? Donc puisqu'on a mesuré une longueur totale de 20,40 m et nous avons mesuré la partie qui semble avoir été prévue pour être mise dans le sol à 2,54 m, ça nous donne une hauteur hors sol de 17,86 m. Voilà. Alors, 17,86 m divisé par 117, du coup, devrait nous donner l'unité de mesure utilisée. Alors, si 17,86 m égale 17, alors une unité égale 17,86 divisé par 117 égale 0,1525 mètres. Donc 15,25 cm. 2 unités mesureraient 30,5 mètres. Un pied anglais exact à 99,93%. Le pied anglais fait 0,3048 mètres. Ça veut dire que ce menhir fait exactement 117 demi-pieds de haut. Ça ne fait pas de lui un anglais nécessairement. C'est dommage que ça soit un anglais qui soit en train de vous le dire, parce que ça décrédibilise peut-être la chose. Je ne fais pas partie de la libération du pied anglais. Hein. Je ne fais pas de la politique. C'est juste que ça semble être le cas, quoi. Ça se vérifie, c'est le cas. Alors, le pied anglais est une mesure très ancienne. On ne connaît pas l'origine du pied anglais. Ça vient de loin. On n'a pas des histoires pour dire le pied anglais, il vient de là, il est là, c'est tout. Voilà quelque chose d'intéressant. Donc, le grand menhir aurait mesuré 117 demi-pieds. Donc, ça ferait 17,83 m. Donc, ça nous ferait 3 cm d'écart sur la hauteur du grand menhir par rapport aux mesures que nous avons effectuées. Alors, la partie enterrée, j'ai dit, faisait 2,54 m. Non, ça ne vous branche pas, ça, 2,54 m?
C'est 100 pouces exactement. Il y a 2,54 cm dans un pouce. Ça, c'est la valeur exacte quand on traduit de l'un à l'autre. Donc, cette partie enterrée semble aussi basée sur le même système de mesure, puisqu'il y a 100 pouces d'enterré, 2,54 m. Donc, longueur totale du grand menhir, si c'était ça, 20,37 m par rapport à nos 20,40 m mesurés. Alors ça, forcément, ça reste dans l'hypothèse, donc on n'aura pas un des bâtisseurs qui nous expliquera. Mais c'est quand même assez troublant, puisque ce nombre de 117 se révèle parfaitement par la latitude. Alors, en résumé de cette partie, donc le soleil de midi à l'équinoxe nous donne un rapport de ombre 117 à 128, solstice d'été 117 à 51, solstice d'hiver 117 à 351, et donc tous ces ombres peuvent être mesurées en demi-pied exactement. Et alors, la Lune, avec la Lune, solstice de midi au solstice d'été, 39, 19 pieds et demi. En conclusion de cette première partie, donc, on peut dire que le grand menhir délivre par sa position simplement, c'est uniquement par sa position, des principes géométriques du cosmos, et puis par sa taille, l'ancienne mesure du pied, qui est une division de l'équateur terrestre. Mais je ne veux pas rentrer dans l'origine du pied maintenant, mais c'est comme ça qu'on peut connaître la longueur du pied. Alors maintenant, je voudrais évoquer la relation du grand menhir avec des choses qui sont autour. Donc j'ai évoqué tout à l'heure le fait que le grand menhir, par rapport à l'entrée du dolmen, était positionné par rapport au coucher de soleil au solstice d'hiver. On a vu la photo. Et à cette latitude, ça correspond à un triangle 3, 4, 5. Donc à l'époque de construction et à cette latitude, on peut dire donc que la position du pied du grand menhir par rapport à l'entrée du dolmen, c'est un triangle 3, 4, 5. Voici, je remontre la photo de nouveau. Tiens, j'ai un blanc. Voilà. Alors, mon menhir là va se dresser. Voilà. Et quand le soleil de midi au solstice d'hiver va briller, ici le soleil est au sud, mon ombre, comme j'ai dit tout à l'heure, va aller vers le nord. Cette longueur d'ombre va donc être... Alors, et puis quand le soleil va se coucher, l'ombre maintenant va à l'infini. Le soleil couchant projette les ombres à l'infini, mais il donne l'orientation de l'entrée. Donc on peut dire que le soleil de midi va donner la mesure, puisque c'est l'ombre le plus longue vers le nord, et l'orientation va être donnée par le soleil couchant. Alors, et cette longueur, logiquement, pourrait être reportée vers l'entrée pour positionner. Donc on positionne son angle par le couchant, mais la distance par la longueur de l'ombre de menhir à midi au solstice d'hiver. Alors justement, est-ce que c'est le cas? Alors il y a la déesse, voilà, la déesse qui est à l'intérieur de cette grotte. Et dans le rapport justement du triangle 3, 4, 5, on trouve ces rapports en Égypte. Le 3 a toujours représenté l'axe nord-sud, et aussi Osiris, c'est le principe du père. L'est-ouest, 4, c'est un nombre pair. En tant que tel, c'est féminin, parce que les nombres impairs sont masculins et les nombres pairs féminins. Et donc, le nombre 4, est-ouest, est représenté en Égypte par Isis, la mère, et puis leur enfant, le résultat, c'est Horus, le fils, qui correspond au solstice. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on va voir que cette relation là, ces relations de la notion de mère, etc., de la mère, on va les voir dans un instant. Alors cet axe, juste l'axe du triangle 3, 4, 5 de Lokmar-Yaker, si on le continue à travers la baie, ici c'est le plan de la baie, si on continue l'axe du triangle 3, 4, 5,
on arrive sur le sommet du Manemeur à Quiberon, où aujourd'hui il y a un dolmen et un menhir. Il y avait autrefois 3 dolmens. C'était un lieu très important. Et donc, cet axe du Grand Menhir par rapport au triangle 3, 4, 5 avait été reporté à une très grande échelle aussi. Le Manemeur. Voilà. Alors, si maintenant on regarde l'axe des menhirs, ces menhirs qui avaient été enlevés apparemment, donc quel est l'angle? Là, on a un alignement. Donc, quel est l'angle de cet alignement? Eh bien, c'est l'angle d'un triangle 5, 12, 13. Donc, c'est le deuxième triangle de Pythagore qu'on fait avec une corde à 30 nœuds. Et donc, vous voyez que depuis le pied du Grand Menhir, on a le nord-sud. Et l'axe de cet alignement, vous voyez, l'axe de cet alignement-là, 22,6 degrés depuis le nord, c'est un triangle 5, 12, 13. Donc, c'est encore un triangle dit de Pythagore avec des nombres entiers, un triangle à angle droit. Alors, ces différents éléments, on va pouvoir les poser ensemble sur une image. Donc, et ici va ressortir une unité. Donc, la première chose, c'est cette unité que je vais vous présenter, qui est une unité de 4,28571 mètres. C'est une valeur de 30 mètres divisé par 7. Donc, toujours, on est dans la relation de 3 à 7. Alors, qu'est-ce qu'il m'a affiché là? Voilà, en bas, vous voyez qu'en bas, j'ai dû... Ouais. En bas, donc, on a une valeur. Si je prends ça comme unité, mon triangle 3, 4, 5, voilà, je vais prendre ça autrement. Au fait, le triangle qui va me donner exactement les unités, c'est ce triangle 5, 12, 13. Si je prends la mesure de la longueur de cet alignement, son angle me donne le triangle 5, 12, 13 et sa mesure me donne cette unité. 5, 12, 13 en entier. Si après cette unité, je le reporte sur la base de mon triangle 3, 4, 5, je vais découvrir que c'est le double. Sur la base, toutes les mesures que vous voyez sur ce schéma sont des mesures qui sont données par le logiciel de IGN. Ça, c'est une image IGN, image satellite, et les mesures sont des mesures données par ce logiciel. Donc, vous voyez, les mesures en petit, vous voyez, en petit en jaune, tout ça sont des mesures livrées directement par le logiciel quand je tire le trait. Il me donne exactement la longueur du trait. Et la longueur du trait en bas, 42,85 mètres. 42,86, c'est 10 unités. Donc, j'ai 10 unités de cette valeur-là sur la base. Et puisque c'est un 3, 4, 5, eh bien, j'aurai 7, 5 ici et 12, 5 ici. Donc, 10 génère l'unité, c'est pour ça que c'est la mère, puisque le 10, c'est la mère, finalement, c'est le nombre de base qui va générer toute la création. Ensuite, j'ai le triple carré du tumulus. Là, je vais constater, selon les mesures données, premièrement, qu'entre le pied du grand menhir et le centre de ce dolmen-là, vous voyez le petit point noir, j'ai exactement 120 mètres. Et 120 mètres, c'est 28 unités. 28 fois ça, puisque 28 c'est 4 fois 7, donc si je multiplie ça par 7, je vais avoir un nombre entier. Et donc 28 unités, c'est exactement 120 mètres. Donc ici, le mètre va apparaître dans cette relation-là. Par contre, le tumulus, lui, continue plus loin, jusqu'à ce niveau-là, et il va continuer 10 unités plus loin, pour me donner un triple carré qui a une valeur de 12
sur 36 sur 38. Je vais arriver à me défaire du racine carrée de 10 qui correspond à la diagonale du triple carré. Je vais réussir à m'en défaire et retrouver les nombres entiers. Donc ça, cette relation, c'est précis à ce pourcentage-là. Donc c'est tout à fait intéressant. Mon triple carré donc, fait 12 unités. Le carré fait 12 unités de large, donc 3 de haut, ça fait 36 unités. Ensuite, maintenant, la distance. Voilà, la distance par rapport à l'ombre que je disais tout à l'heure, parce que toutes ces mesures-là, je vais essayer de les relier à la hauteur de mon grand menhir, puisque le grand menhir, c'est lui qui doit délivrer la mesure de tout. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'était des demi-pieds. Alors, si le grand menhir, il est mesuré en demi-pieds, comment ça se fait qu'ici, je suis en train de fonctionner en mètres, hein? Eh bien, justement, vous voyez, je disais que l'ombre du menhir à midi devait être reportée pour faire la distance entre l'entrée et le pied du grand menhir. Alors, puisque c'est un triangle 3, 4, 5, j'ai 10 unités à la base, cette distance-là fait 12,5 unités. Ouais? 3, 4, 5, c'est 3 fois 2,5, 4 fois 2,5, 5 fois 2,5, 3, 4, 5. Et cette mesure de 12,5 unités fait 53,57 mètres. C'est ce qui est mesuré là, 53,58 mètres. C'est la distance entre l'entrée et le pied du grand menhir. Alors, donc 12,5, on peut dire, semblerait être la longueur de l'ombre de midi au solstice d'hiver. Alors, revenons sur notre schéma. 117 unités sur 351 de long, 350 demi-pieds égale 53,5 mètres. C'est 12,5 unités de 30 sur 7 mètres. Donc, on trouve exactement la correspondance. Donc, on voit que la mesure du grand menhir va ensuite délivrer les mesures pour tout l'ensemble de la positionnement de ces différentes parties du site, et qu'on va retrouver la relation avec le mètre, entre le pied et le mètre. Je rappelle, j'ai dit tout à l'heure que le pied était une division de l'équateur terrestre, alors que le mètre, c'est une division du méridien terrestre. Et puisque la Terre n'est pas une sphère parfaite, ces mesures-là sont légèrement différentes. Eh bien, on trouve une correspondance de ces deux mesures, mis ici par cette hauteur. On peut faire ça dans l'autre sens. Si l'ombre, on dit, mesure 12,5 unités, alors le menhir serait haut de ça, 17,86 mètres. Tout à l'heure, j'ai donné la mesure de 17,83 mètres, en disant que j'étais 3 cm en dessous. Donc, ce que l'on constate ici, clairement, c'est que tout ça, c'est cohérent. Que toutes ces mesures qui séparent les monuments sur le site sont des mesures liées à la hauteur du grand menhir et à son ombre. Voilà, nous pouvons donc dire que l'ombre du grand menhir à midi, le jour du solstice d'hiver, donne la distance entre le pied du grand menhir et l'entrée du dolmen. Alors, pour terminer, je voudrais vous montrer une autre relation. Maintenant, c'est la relation entre le dolmen lui-même, donc l'entrée, on vient de positionner l'entrée là, et puis la chambre dolménique qui se trouve à l'intérieur du tumulus. J'ai superposé sur la photo, j'ai superposé le plan orienté, j'ai superposé le plan de l'intérieur du dolmen avec son couloir et sa chambre. Et ici, c'est la grande pierre de la déesse gravée, là, qui est là. Donc, l'axe de ce couloir est à 45 degrés, exactement.
Et si je prolonge l'axe du couloir à 45 degrés, ben j'arrive exactement au centre de cette chambre-là. Donc là, évidemment, ça interpelle. J'ai un axe de 45 degrés entre ces deux chambres et le couloir du dolmen qui l'indique. La mesure de cette ligne tracée là fait 115, alors là, 115,02 mètres. Donc, allez, 115 mètres, parce que tracé aux 2 cm près avec un satellite, ce n'est pas possible. Donc 115 mètres de long, on va dire. Et c'est donc la diagonale d'un carré. Puisque c'est à 45 degrés, c'est la diagonale d'un carré sur les axes cardinaux. Alors, revenons sur notre schéma de départ. Donc, je vais tracer cette ligne sur mon plan. Je découvre donc ce carré de 115 mètres. Et si je fais un petit calcul, je vais découvrir que... Alors, 360 divisé par 7, ça nous donnait cet angle-là, c'est 12 unités. 12 unités de valeur, c'est la taille de mon triple carré. D'accord ? Si je multiplie ça par racine de 5, qui est la diagonale d'un bicarré, j'obtiens 115 mètres avec une précision au centième degré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne suivent pas les maths? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque ici j'ai l'angle d'un triple carré, 18,435, et que j'ai 45 degrés en tout, il me reste ici un angle de 26,565, c'est l'angle d'un bicarré, ce qui fait que globalement, en additionnant ces deux angles, j'ai exactement 45 degrés. Et donc cet angle-là, c'est-à-dire l'angle entre le grand menhir et la chambre, et puis la chambre et le dolmen, eh bien, ça m'ouvre un bicarré exactement, dont les côtés font 12 unités. 12 unités, 24 unités, et puis ici, le résultant qui fait 115 mètres exactement. C'est comme quoi rien n'est laissé au hasard. Il y a une interaction géométrique et mesurée entre tous ces différents aspects. Et donc, du coup, tout cet ensemble montre vraiment l'unité. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous avons ici l'expression de l'unité du cosmos. L'unité est vraiment l'idée fondamentale à la base de toutes les traditions, à la base de toutes les connaissances, c'est le principe de l'unité. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent l'univers, le cosmos, on peut donner tous les noms qu'on veut, mais c'est le principe de l'unité. Et ici, c'est comme spécifié, on spécifie comment toutes ces choses sont reliées. On délivre des lois, vous comprenez, les lois à partir duquel l'unité va créer le monde manifesté. Donc, en regardant au sol, on voit que nous avons donc le triple carré, le double carré, le carré, le triangle 5, 12, 13 et le triangle 3, 4, 5. Tous ces éléments qui sont donc inclus. Donc, une géométrie qui sous-tend ensuite les constructions mégalithiques de Karnak. Tous ces principes, ensuite, on va les retrouver dans les alignements de Karnak. Alors, je vais m'arrêter là. Je pense que ça fait pas mal pour une soirée. Et donc, j'ai mis à suivre parce que ça finit jamais, en fait, en réalité. Et je vous remercie, en tout cas, pour votre patience et votre attention. Voilà, merci.